La Chine semble devenir l'un des principaux perdants du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Pékin n'a pas été touché par des bombes, mais sa machine industrielle subit déjà des ondes de choc inattendues. Xi Jinping a longtemps affirmé que la Chine était protégée des catastrophes. Il a vendu l'idée d'une économie forteresse, un système conçu pour rester autosuffisant sur chaque ressource essentielle. Le message était clair, aucun choc extérieur ne pouvait briser la Chine. Les médias d'État et les responsables chinois ont repris ce discours. Cela semblait solide et audacieux. Mais lorsque la guerre en Iran a éclaté, les failles sont apparues presque immédiatement. Les usines censées résister à toutes les crises ralentissent désormais. Les marges se resserrent, et toute l'image de la résilience commence à s'effriter. Et c'est là que cela dépasse la Chine. Lorsque la plus grande base manufacturière du monde commence à vaciller, les répercussions s'étendent de New York à Nairobi, vous affectant directement. Si vous trouvez déjà les prix du carburant élevés, la suite pourrait être pire. Décomposons cela. Pour comprendre pourquoi la Chine réagit quand l'Iran a un problème, il faut partir de son principal besoin, le pétrole. Pas n'importe quel pétrole, mais du pétrole bon marché qui fait tourner ses usines à plein régime. La Chine n'a pas seulement acheté un peu de pétrole iranien, elle en dépendait. D'ici 2025, Pékin comptait tant sur ces barils qu'ils étaient devenus la colonne vertébrale du système d'importation. Aucun autre fournisseur ne pouvait prendre le relais assez vite, ni à un coût assez bas pour combler ce manque. Les chiffres le montrent clairement. La Chine absorbait plus de 80% de tout le brut que l'Iran parvenait à exporter. Cela équivalait à environ 1,4 million de barils par jour. Ce flux représentait environ 13% des importations maritimes de pétrole de la Chine. Dans un pays consommant plus de 15 millions de barils par jour et dépendant fortement du marché mondial pour son pétrole, perdre autant de pétrole soudainement causerait de graves problèmes. La majeure partie de ce pétrole n'allait pas aux grandes raffineries d'État avec des contrats à long terme. Au lieu de cela, il était dirigé vers une toute autre partie de ce système. Il s'est tourné vers les raffineries indépendantes du Shandong, surnommées théières, qui représentent environ un quart du raffinage chinois. Rapides, elles prennent aussi plus de risques. Elles achètent le pétrole cargaison par cargaison sur le marché au comptant. Elles n'ont pas d'accords à long terme pour les protéger lorsque les prix augmentent. Quand le brut devient cher, ce sont elles qui sont les premières à en pâtir. Malgré ce risque, ces raffineries indépendantes sont plus importantes qu'on ne le pense. Elles transforment le brut en essence, diesel, kérosène et matières premières chimiques dont les usines ont besoin. Ces produits chimiques servent à fabriquer plastique, textile, électronique, pièces automobiles et des milliers d'autres produits. Quand les raffineries indépendantes fonctionnent à plein, la Chine exporte davantage. Quand elles ralentissent, toutes les usines du pays le ressentent. Équipes réduites, commandes retardées, pertes fiscales pour les gouvernements locaux. La pression se propage vite. Pour la Chine, acheter du pétrole iranien bon marché visait à maintenir le système en vie pendant une période difficile, pas seulement à économiser. L'économie chinoise était sous pression depuis des années, en raison d'une faible demande intérieure. Les prix à la production restaient en déflation depuis plus d'un an, et de nombreuses usines fonctionnaient à moins de 60% de leur capacité. Les marges étaient très faibles, chaque dollar comptait. Il est donc compréhensible que la dépendance de Pékin envers les approvisionnements de Téhéran est augmentée. Le brut iranien était souvent vendu 8 à 10 dollars moins cher que le Brent, voire plus lors du renforcement des sanctions. Pour les raffineries indépendantes aux marges de 2 à 4 dollars par baril, cette remise déterminait leur survie. Sans elle, beaucoup auraient fermé avant la guerre. Pékin l'avait compris. Pour eux, l'arrivée constante de barils iraniens à bas prix n'était pas un bonus, mais une bouée de sauvetage. Cela agissait comme une soupape de décompression pour un système industriel déjà en difficulté avec une demande faible, une surcapacité et une concurrence mondiale croissante. Sans ce coussin, les fermetures dans le raffinage et la pétrochimie auraient touché toute l'économie. Les prix des matières premières auraient augmenté et les exportateurs perdu leur avantage. La base manufacturière fragile de la Chine aurait subi un nouveau choc, d'où l'intégration du pétrole iranien à l'idée d'une économie forteresse pour Pékin. En s'appuyant sur un partenaire sanctionné, mais stable pour une grande partie de son système de raffinage, la Chine s'est protégée des fluctuations des prix et des risques d'approvisionnement extérieur. C'était une forme d'autoprotection discrète. Sécuriser des matières premières bon marché, maintenir les usines en activité et réduire l'influence extérieure. En résumé, le pétrole iranien n'était pas une affaire secondaire. C'était la poutre cachée qui permettait aux petites raffineries de fonctionner, maintenait les exportations et évitait au système de sombrer dans un ralentissement plus profond. Pékin s'y est appuyé car, dans les conditions tendues du milieu des années 2020, il n'avait pas vraiment le choix. En 2026, tout a changé. Après les frappes américano-israéliennes sur l'Iran fin février
et la montée des tensions autour du détroit d'Ormuz, l'acheminement du pétrole est soudainement devenu risqué. À ce moment, la bouée de sauvetage à bas prix venue d'Iran a cédé. L'Iran n'a pas arrêté de vendre, mais la guerre a empêché le transport des barils au même prix. C'est à ce moment que le choc a eu lieu. Aujourd'hui, les remises ont disparu et parfois, des raffineurs dans des endroits comme Dongging perdent plus que le prix mondial. Environ 1,52 $ au-dessus du Brent alors que, il y a quelques mois à peine, ils achetaient avec de fortes remises. Ce revirement a effacé leur avantage en un seul coup. Des marges déjà faibles sont vite devenues négatives. Pékin a réagi rapidement pour limiter les dégâts, car les conséquences sont dévastatrices, comme vous le verrez bientôt. Les responsables ont attribué environ 55 millions de tonnes de nouveaux quotas d'importation pour assurer l'approvisionnement. Ils ont demandé aux raffineurs d'éviter des réductions brutales, car cela se verrait dans les données. En même temps, ils ont relevé les plafonds des prix du carburant sur le marché intérieur pour donner un peu de marge de manœuvre aux entreprises, et ont restreint toutes les exportations. Mais au sein de l'industrie, tout le monde comprend ce qui se passe. Ils savent qu'il s'agit d'une gestion de crise, pas d'une solution, et que les bases ont changé. La vérité, c'est qu'une fois que les coûts de l'énergie augmentent, tout le reste suit. Le transport et les matières premières deviennent plus chers, augmentant le coût de chaque produit issu d'une usine chinoise. Cela grignote l'avantage de prix sur lequel la Chine s'est appuyée pendant des décennies. C'est précisément cet avantage qui a permis à l'économie chinoise de prospérer sur la scène mondiale. Et on commence à le voir concrètement sur le terrain. Les petits propriétaires d'usines, autrefois aidés par des coûts d'approvisionnement stables et bas, peinent aujourd'hui. Leurs marges disparaissent, ils réduisent les horaires et retardent les salaires. Certains ferment complètement. Naturellement, les ouvriers le ressentent immédiatement. Moins de travail, de salaire, de stabilité, d'où une perte de confiance dans cette prétendue économie forteresse. Voilà la véritable histoire. Aucune usine chinoise n'a été touchée par des missiles, mais le système a subi un choc majeur. La seule ressource que Pékin croyait sécuriser, l'énergie bon marché, s'est révélée vulnérable. Ce qui paraissait une force était en fait une dépendance. Quand la pression a augmenté, des fissures sont apparues. Cette pression a progressivement gagné l'atelier de production, s'ancrant au cœur de la machine industrielle chinoise. En mars, l'indice des prix à la production en Chine est enfin passé en positif, augmentant de 0,5% sur un an. Cela a mis fin à une période brutale de 41 mois de baisse des prix. À première vue, cela pourrait sembler être une bonne chose, mais il ne s'agissait pas de croissance, ce n'était pas un essor des usines ni une hausse des salaires, c'était tout autre chose, les coûts augmentent, et rapidement. Pendant 4 ans, les usines ont survécu grâce à la baisse des prix des intrants. Quand cette tendance s'est inversée, toute la structure des coûts a suivi. L'énergie a peut-être été le déclencheur, mais cela n'a pas concerné que ce secteur. Cela a eu un impact direct sur l'industrie lourde. Les métaux comme l'aluminium, l'acier et le cuivre ont vu leur prix grimper. Et ces métaux sont présents dans presque tout, et utilisés partout. Téléphone, voitures, batteries, câblage, machines, construction, électroménager. Quand leur prix change, tout le système est affecté. L'une des raisons pour lesquelles l'Iran a pu imposer ce blocus effectif, c'est l'usage de drones. Ces drones ne sont pas des instruments de guerre économique, capables d'influencer directement les marchés mondiaux de l'énergie. C'est pourquoi, pour lutter contre ces drones, les pays se tournent vers le brouillage GPS, afin de perturber leurs signaux. La Russie a contourné la technologie USAI, et désormais les entreprises occidentales cherchent elles aussi à la contourner. L'infrastructure de l'IA va au-delà des centres de données, et touche la défense, où les systèmes autonomes constituent la prochaine étape majeure. Et cela nous amène au sponsor d'aujourd'hui, Spark IA, symbole boursier SPIA au Canada et SPIAF aux États-Unis. Entreprise de logiciels développant une technologie autonome de navigation et d'acquisition de cibles sans GPS. La technologie exclusive de Spark IA garantit une autonomie totale aux drones. La capacité de localiser, cibler et naviguer de façon autonome. Pas de GPS, pas de radar, aucune connexion externe. Un système à signature nulle qui fonctionne dans les airs, sur terre et en mer. Maintenant, voici où cela devient intéressant. Spark IA vient de nommer Matt McCrane comme PDG de sa filiale américaine. C'est l'ancien PDG de DroneShield, une entreprise d'environ 3,5 milliards de dollars. Son objectif, transformer la technologie de géolocalisation de Spark IA en solution de défense déployable et établir des partenariats avec les principaux sous-traitants de la défense. L'entreprise a annoncé un partenariat stratégique pour déployer sa plateforme en Ukraine, marquant sa première expansion sur un marché de défense actif. Les marchés des drones de défense et commerciaux devraient dépasser les 100 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Spark IA utilise un modèle de licence évolutif à forte marge. L'action a récemment attiré beaucoup d'attention et se négocie juste au-dessus de 2 $ canadiens.
où le PDG Anoush Manzouri détient une participation d'initié de 34%. Si vous souhaitez en savoir plus sur Spark IA, veuillez consulter le lien dans la description ci-dessous. Très bien, revenons à la Chine. Avant la guerre, près d'un quart des fabricants chinois étaient déjà déficitaires, survivant grâce à des intrants bon marché et des marges minimes. Maintenant, ces marges sont écrasées des deux côtés. À cause de la guerre, les coûts augmentent, mais la demande reste faible. C'est la pire combinaison possible. Prenons par exemple le secteur des plastiques. Nous allons y revenir plus en détail bientôt. Mais pour l'instant, il est important de comprendre que dans certaines régions du sud de la Chine, les coûts ont augmenté de près de 60% en quelques semaines seulement. Ce n'est pas une augmentation progressive, c'est un choc. Les usines à Wenzhou, qui fabriquent des produits sur du quotidien, ont dû augmenter leur prix simplement pour pouvoir rester ouvertes. Pas pour croître, pas pour se développer, juste pour survivre un mois de plus. À Yiwu, tout près, des commerçants ont signalé que les fournisseurs changeaient les prix 3 fois dans la même journée. Même ainsi, la survie reste incertaine. La faiblesse était déjà là, sous la surface. Durant des années, la demande des consommateurs en Chine est restée faible. Après une brève reprise post-pandémie vite dissipée, les dépenses n'ont pas retrouvé leur niveau, tandis que le chômage des jeunes est resté élevé. Des millions de diplômés ont rejoint le marché du travail, constatant moins d'opportunités stables et bien payées que prévu, ce qui a rendu les gens prudents, d'autant plus avec la crise immobilière. L'immobilier était autrefois la colonne vertébrale de la richesse des ménages en Chine. C'était là que les familles placèrent leur patrimoine, là où elles se sentaient en sécurité pour l'avenir. Avec l'affaiblissement du marché immobilier, le sentiment de sécurité a commencé à s'effriter. Les logements ne semblaient plus sûrs, mais incertains et risqués. Quand la confiance disparaît, les comportements changent. Les familles cessent de penser à s'agrandir, elles arrêtent de planifier de gros achats. Au lieu d'acheter des maisons, des voitures ou des appareils électroménagers, elles se retiennent, elles attendent, et cette attente se propage à l'ensemble de l'économie. Cela se voit dans les données sur l'épargne. Les ménages affichent des taux d'épargne records depuis des décennies. Ce n'est pas qu'une statistique, c'est le reflet d'une prudence, voire d'une peur ressentie par la population. Les familles anticipent des temps difficiles et préfèrent préserver leurs biens plutôt que de dépenser. Or, dans une économie où la consommation est clé, cela réduit l'activité. Quand les gens dépensent moins, les usines reçoivent moins de commandes et les emplois deviennent moins sûrs. Quand les gens se sentent moins en sécurité, ils épargnent davantage. Donc, le système s'auto-entretient. La demande faiblit, la production ralentit, la confiance chute et l'épargne augmente à nouveau. Chaque étape renforce la suivante. Avec le temps, l'économie semble plus lourde, lente et fragile. C'est pourquoi les avantages liés à des approvisionnements extérieurs moins chers sont devenus si importants. Des intrants bon marché, comme le pétrole iranien à prix réduit, ont permis de faire tourner les usines malgré la faible demande. Ils servirent de soutien lorsque la dynamique interne faiblissait. Sans ce coussin, le ralentissement serait survenu plus tôt et plus brutalement. Les usines chinoises font maintenant face à un choix difficile. S'ils augmentent les prix pour compenser la hausse des coûts, les acheteurs étrangers pourraient hésiter ou tout simplement se détourner. Les commandes peuvent alors être transférées vers des pays à moindre coût comme le Vietnam ou l'Inde. Cette tendance s'est amorcée ces dernières années, et une hausse rapide des prix chinois l'accélérerait. Mais si les usines gardent des prix bas et conservent leurs clients, elles perdent de l'argent sur chaque produit. Cela cesse d'être une activité viable, n'est-ce pas ? Comme vous pouvez le constater, quelle que soit la voie choisie, la pression est forte, et elle ne fait que s'accentuer. Parallèlement, un autre problème touche le système. La chaîne d'approvisionnement montre déjà des signes de tension. Après tout, le pétrole n'est pas seulement un carburant pour les voitures et les camions. C'est aussi la matière première pour les plastiques, les produits chimiques et des milliers de produits du quotidien dont la vie moderne dépend. Quand l'approvisionnement en pétrole diminue, l'impact se fait vite sentir sur tous ces usages, surtout sur le marché des plastiques. Les prix des matériaux clés comme le polyéthylène et le polypropylène ont grimpé à des niveaux jamais vus depuis 4 ans. Le polyéthylène à lui seul a bondi de près de 37% en seulement quelques semaines. Ces changements de prix ne restent pas cachés dans les feuilles de calcul des entreprises. Ils se manifestent clairement sur le terrain. Prenez Zhengmultao à Dongguan. Je suis sûr que j'ai écorché ce nom. Un quartier animé, souvent appelé Plastic City. C'est l'un des centres de négoce de plastique les plus actifs au monde. Désormais, il subit une forte pression, avec des camions faisant la queue sur des kilomètres pour les approvisionnements. À certains endroits, les embouteillages s'étendent sur 6, voire 9 miles. Les entrepôts qui contenaient autrefois des semaines de stock sont maintenant vidés en quelques jours seulement. À mesure que les approvisionnements se raréfient, les comportements changent rapidement.
Les fabricants ont commencé à acheter dans la panique, juste pour sécuriser tout ce qu'ils peuvent obtenir. Les coûts augmentent plus vite que quiconque ne peut réagir, et cet impact ne s'arrête pas à une seule ville. Ces plastiques servent aux emballages alimentaires, fournitures médicales, jouets, pièces automobiles et électroniques, touchant presque toute la fabrication moderne. Quand les prix du plastique grimpent soudainement, tous les produits qui en dépendent coûtent plus cher à produire. Certains matériaux ont même vu leur prix exploser. Certains types de polyéthylène ont doublé en Chine depuis le début des frappes en Iran. Même la fibre de carbone, utilisée dans les voitures et produits haut de gamme, a encore augmenté de 20%. Lorsque la pression à l'intérieur de la Chine devient trop intense, comme c'est le cas ici, elle ne reste pas confinée à l'intérieur des frontières du pays. Elle commence à se propager vers l'extérieur et à secouer l'économie mondiale. Les analystes ne parlent plus d'hypothèses. Pékin a déjà interdit l'exportation d'engrais, coupant les approvisionnements en urée et en phosphate pour protéger sa sécurité alimentaire. Elle a aussi annoncé l'arrêt des expéditions d'acide sulfurique en mai, menaçant l'exploitation minière du cuivre à l'étranger et la production d'engrais national. Les plastiques et produits pétrochimiques ne sont pas encore restreints, mais face à la hausse des prix et aux pénuries, beaucoup avertissent qu'ils pourraient être les prochains. Ce ne sont pas des produits de niche. Ce sont les éléments de base de l'industrie et de l'agriculture moderne dans le monde entier. Les limiter propagerait le choc bien au-delà des frontières de la Chine, transformant la protection intérieure en une crise mondiale. Si la Chine réduit ses exportations, les conséquences se propageront vite et largement. Les usines européennes pourraient ralentir faute de pièces et matériaux essentiels soudainement rares. Les fermes africaines risquent de voir leur rendement baisser faute d'engrais. Les chantiers en Amérique latine pourraient connaître des mois de retard coûteux. Les effets en cascade toucheraient plusieurs continents, même si la perturbation venait des eaux situées à des milliers de kilomètres, près de l'Iran. Voilà le vrai rebondissement de l'histoire. La Chine n'encaisse pas simplement le choc en souffrant en silence. À un certain moment, elle commence à répercuter une partie de cette pression sur le reste du monde. On peut déjà en voir les premiers signes au niveau des entreprises. Les acheteurs internationaux ne restent pas les bras croisés en espérant que tout s'arrange. Ils annulent des commandes, exigent d'importantes remises ou se tournent rapidement vers des fournisseurs d'autres pays. Cela crée une seconde vague de problèmes, affectant le chiffre d'affaires des entreprises plutôt que d'augmenter seulement leurs coûts. Même l'incertitude devient coûteuse. Les entreprises du monde entier commencent à constituer des stocks supplémentaires comme filet de sécurité, au cas où les approvisionnements viendraient à se tarir complètement. Cela immobilise des fonds importants, que de nombreuses entreprises peuvent difficilement se permettre d'immobiliser. Avec moins d'argent, elles baissent les salaires, reportent la modernisation et freinent l'expansion. Le système mondial devient plus lourd, plus lent et moins flexible au pire moment. Parlons également des ralentissements. En mars, Wanhua Chemical, grande entreprise pétrochimique chinoise, a invoqué un cas de force majeure. L'entreprise a informé ses clients qu'elle ne pouvait pas livrer les expéditions promises, car le transport sûr dans le détroit d'Ormuz était devenu trop risqué et ne pouvait être garanti. Cette annonce a bouleversé toute l'industrie. Quand la fiabilité chute, les problèmes se multiplient vite. Les usines n'ont pas seulement besoin de matières premières. Elles ont besoin que ces matériaux arrivent à l'heure à chaque fois. Elles ont besoin de certitude pour pouvoir planifier. Lorsque les livraisons prennent du retard de quelques jours ou semaines, toutes les commandes sont retardées. Les contrats doivent être renégociés ou annulés. Un fournisseur à Shenzhen qui rate une échéance risque de fortes pénalités. Frustré et sous pression, l'acheteur annule la commande suivante et se tourne vers un autre fournisseur plus fiable. Cette rupture provoque une réaction en chaîne dans toute la chaîne. Moins d'activité à l'usine entraîne moins de journées de travail pour les ouvriers et des revenus plus faibles pour leurs familles. Les effets continuent de se propager. Des ports encombrés aux ateliers silencieux, des ouvriers inquiets au foyer qui ressentent la pression. Tout cela remonte à la même cause profonde. Une énergie bon marché et fiable est soudainement devenue rare au pire moment possible. La pression ne s'arrête pas aux industries de base. Elle progresse, touchant même les secteurs clés pour la future croissance et le leadership technologique de la Chine. Depuis des années, Xi Jinping défend une vision claire pour l'avenir du pays. Le pays doit s'appuyer sur lui-même, surtout dans les industries avancées. Semi-conducteurs, véhicules électriques, électronique grand public et intelligence artificielle ont reçu d'importants investissements. Pékin a beaucoup investi pour créer des champions nationaux et développer des secteurs à plus forte valeur ajoutée, s'éloignant du travail d'usine à faible marge. L'objectif était simple, contrôler les technologies de demain, c'est maîtriser son destin sans pression extérieure. Mais le conflit au Moyen-Orient a exposé un maillon faible ignoré de la plupart. Il se cachait sous les yeux de tous, au cœur même des ambitions high-tech de la Chine. Ce maillon faible, c'était l'hélium. L'hélium peut sembler insignifiant, mais il joue un rôle crucial dans la fabrication moderne.
Les fabricants de puces l'utilisent pour refroidir les plaquettes de silicium pendant la production, pour détecter les plus petites fuites dans des salles blanches, et pour garantir que chaque étape du processus reste précise et stable. Sans approvisionnement régulier, les erreurs augmentent, les rendements baissent, et les lignes de production entières deviennent moins fiables. Dans une industrie où même un minuscule défaut peut ruiner un lot valant des millions, l'hélium n'est pas une option. Il est essentiel. Le problème est survenu rapidement. Une grande partie de l'approvisionnement mondial en hélium provient du Moyen-Orient, en particulier du Qatar. Lorsque les combats ont perturbé le transport maritime et la production dans la région, les approvisionnements se sont resserrés, presque du jour au lendemain. Les prix ont parfois doublé en quelques semaines. Ce qui était stable et abordable est soudain devenu cher et imprévisible. L'effet s'est fait sentir très rapidement là où cela faisait le plus mal. Les usines dans des centres technologiques comme Shanghai ont commencé à subir des retards. Les expéditions, autrefois ponctuelles, arrivaient désormais en retard ou pas du tout. Les itinéraires d'expédition ont changé, les calendriers ont dérapé, et ce qui était fiable est devenu incertain. Dans la fabrication avancée, l'imprévisibilité est plus qu'un simple inconvénient. C'est une menace sérieuse pour la production et les profits. Il n'existe pas de substitut facile à l'hélium. Aucune solution rapide ne maintient la cadence et la qualité des lignes de production. Quand l'approvisionnement en hélium se réduit, l'impact ne s'arrête pas à une seule usine. Il s'étend à des secteurs entiers d'un seul coup. Pensez à tout ce qui en dépend. De nombreux appareils, comme les smartphones, véhicules électriques, serveurs et équipements médicaux, dépendent tous de puces fabriquées avec de l'hélium. Ce ne sont pas des activités secondaires. La Chine a misé son avenir sur ces industries, censées porter la prochaine croissance et hisser le pays dans la chaîne de valeur mondiale. Aujourd'hui, toutes subissent la pression d'un gaz souvent négligé. On constate encore la tension dans l'atelier. Une usine de semi-conducteurs, autrefois active jour et nuit, ralentit désormais. Non par manque de commandes, mais à cause de l'irrégularité des matières premières. L'hélium devient plus cher et les livraisons restent incertaines. Les ouvriers voient les machines immobiles, là où régnait l'activité. Les temps morts s'imposent, la production chute, les coûts augmentent. Ce ralentissement se propage dès qu'il débute. Moins de puces entraîne moins de composants pour les véhicules électroniques, ralentissant ainsi une industrie clé. Parallèlement, la hausse des coûts réduit les marges dans tous les secteurs. Les secteurs censés faire progresser la Chine subissent désormais la même pression que les anciennes industries. Ces secteurs de haute technologie étaient censés être protégés, la partie la plus forte et la plus stratégique de l'économie. Au lieu de cela, ils font face au même type d'exposition que tout le reste. Sous toutes ces pressions, Pékin est désormais dans une position difficile. Chaque décision politique comporte des risques. Des mesures de relance et des dépenses accrues pour la croissance pourraient aggraver l'inflation si les dirigeants insistent trop. La hausse des coûts de l'énergie et des matières premières augmente rapidement les prix à la consommation et impacte les familles. S'ils restent prudents et limitent leurs efforts, le ralentissement empire. La faiblesse de la demande et la hausse des coûts mettent davantage d'usines en difficulté. Certaines finissent par fermer et des emplois disparaissent. Pour faire simple, il n'y a pas de solution sans douleur. Tout cela s'ajoute à des problèmes qui existaient déjà. Surcapacité dans de nombreux secteurs, demande étrangère en baisse et faiblesse structurelle accumulées depuis des années. Le conflit n'a pas causé ces problèmes, mais les a rendus plus difficiles à gérer. Pékin a réagi en libérant du pétrole brut de ses réserves stratégiques pour stabiliser l'approvisionnement. Elle a également encouragé une utilisation accrue du charbon national pour remplacer une partie de l'énergie importée. De plus, elle a même délivré des quotas spéciaux pour maintenir les raffineries en activité, afin que les chiffres de production ne s'effondrent pas. Dans certaines régions, les industries basées sur le charbon ont même enregistré des gains à court terme avec la hausse des prix du pétrole. En surface, ces mesures donnent l'impression d'un contrôle stable, mais en réalité, elles ressemblent à des solutions temporaires. Elles gagnent du temps, mais elles ne résolvent pas le problème de fond. L'ancien coussin d'intrants bon marché et fiable venu de l'étranger disparaît peu à peu. Sans cela, le système doit assumer davantage à lui seul. C'est alors que les fissures deviennent plus difficiles à dissimuler. Les stocks et le charbon aident à court terme, mais ils ne peuvent pas complètement remplacer ce qui a été perdu. Ils semblent solides lors des réunions de planification, mais ils ne suffisent pas pour l'avenir autosuffisant, l'avenir qui avait été promis. Ainsi, les décideurs se retrouvent à jongler avec des choix difficiles. S'ils poussent trop, l'inflation augmente. S'ils temporisent, la croissance ralentit. Dans tous les cas, la marge de manœuvre se réduit. Lorsque cet équilibre bascule, les conséquences se font sentir rapidement. Les usines réduisent les rotations, les travailleurs perdent des heures, les revenus baissent, la demande chute et le cycle continue. Les anciennes solutions ne suffisent plus. On ne peut pas juste dépenser pour résoudre les difficultés quand les matières premières coûtent plus cher et arrivent de façon moins fiable. De plus, ces tensions dépassent la Chine.
Elles se diffusent à l'extérieur via les routes commerciales, les chaînes d'approvisionnement et le commerce. Par exemple, le rôle d'investisseur de la Chine. La Chine n'est pas seulement un acheteur au Moyen-Orient, c'est aussi un investisseur majeur dans cette région. Depuis 2005, Pékin a investi plus de 269 milliards de dollars dans des projets à travers la région. L'Arabie Saoudite à elle seule a reçu 82 milliards de dollars, les Émirats Arabes Unis, 48 milliards de dollars, l'Irak, encore 40 milliards, et l'Iran environ 25 milliards de dollars dans des projets de développement soutenus par la Chine. Ce ne sont pas des chiffres abstraits. Cet argent a permis de construire des infrastructures concrètes, des ports, des oléoducs, des autoroutes et des centrales électriques. Ce sont des projets à long terme, conçus pour sécuriser les routes commerciales et renforcer l'influence pour les décennies à venir. Mais lors de conflits, ces atouts censés assurer la stabilité deviennent des vulnérabilités. Les routes maritimes se rétrécissent, les coûts d'assurance montent, les risques de sécurité croissent et les délais de projet s'allongent. Ce qui semblait un progrès constant paraît désormais incertain. De nombreux enjeux liés à ces investissements rendent la pression immédiate et personnelle à Pékin, et la tension ne se limite pas à la mer. La guerre bloque les voies maritimes et menace aussi les routes terrestres que la Chine essaie de sécuriser depuis des années, dans l'initiative des nouvelles routes de la soie. Ce qui devait être une échappatoire à la vulnérabilité maritime révèle désormais ses propres failles. L'Iran était censé servir de pont terrestre crucial, reliant la Chine à l'Asie centrale puis à l'Europe. Pékin a beaucoup investi dans des lignes ferroviaires, ports et corridors énergétiques pour transporter marchandises et pétrole sans autant dépendre des routes maritimes risquées. Sur le papier, c'était un coup de maître stratégique, mais en pratique, ces projets subissent de fortes tensions. Des frappes israéliennes ont endommagé la future voie ferrée Chine-Iran avant son ouverture. Les liaisons de fret en Asie centrale ont ralenti ou sont devenues incertaines, avec des cargaisons détournées ou retardées. Les extensions du corridor économique Chine-Pakistan, notamment autour du port de Gadar, sont sous pression à cause du chaos près d'Ormuz. Les actifs financés par la Chine dans le Golfe sont aussi exposés. Des ports et infrastructures se retrouvent coincés entre deux feux. D'autres subissent une hausse des coûts de sécurité pour rester opérationnels. Le problème de fond en ressort clairement. Ce qui semblait être des paris intelligents et à long terme pour sécuriser le commerce et l'influence se transforme soudainement en casse-tête coûteux. La guerre révèle la fragilité de ces investissements censés renforcer la résilience. La pression ne s'arrête pas au littoral. Elle touche en profondeur les projets terrestres censés rendre la Chine plus forte, indépendante et moins vulnérable aux chocs extérieurs. Aujourd'hui, ces mêmes projets deviennent des fardeaux, drainant de l'argent et de la confiance au pire moment possible. C'est pourquoi la réaction de la Chine a une tonalité différente. Elle n'observe pas les événements à distance en toute sécurité. Elle a de véritables enjeux sur le terrain. Lorsque la perturbation survient, cela ressemble moins à une crise lointaine et davantage à une menace directe pour ses propres plans soigneusement élaborés. À mesure que la pression monte, le système réagit de manière familière. La communication officielle valorise résilience et force, évoquant peu les difficultés des usines. Des mesures discrètes empêchent la visibilité du mécontentement, révélant une vérité plus profonde. Une économie fondée sur la croissance et la stabilité ne peut pas se permettre de montrer des failles. Elle s'efforce donc de gérer à la fois les problèmes eux-mêmes et la manière dont ces problèmes apparaissent au public. Pourtant, la pression continue de se faire sentir dans l'ensemble du système. Les usines font face à des coûts plus élevés, les clients hésitent à dépenser, et la pression continue de s'étendre. Certains secteurs respirent un peu. Les industries du charbon profitent d'une demande accrue avec la hausse du prix du pétrole. Les grandes entreprises soutenues par l'État connaissent quelques succès à court terme. Mais prenez du recul et regardez la situation dans son ensemble. Le reste de l'économie semble simplement plus lourde, plus lente et beaucoup moins flexible qu'auparavant. En prenant plus de recul, tout ramène à un problème central. Les liens étroits de la Chine avec l'Iran paraissaient autrefois très judicieux, presque un coup de maître. Le pétrole bon marché, des liens commerciaux solides et un fort ancrage stratégique semblaient renforcer le système. Aujourd'hui, ces liens deviennent un risque. Ce qui leur apportait autrefois stabilité devient soudain source de vulnérabilité dès que la situation évolue. La réaction en chaîne a été simple. Les remises sur l'énergie ont disparu presque du jour au lendemain, ce qui a fait grimper les coûts. La hausse des coûts a fortement réduit les marges des usines. Cette pression s'est répercutée sur les chaînes d'approvisionnement, et très vite, cela a touché même les secteurs de haute technologie qui étaient censés représenter l'avenir. Aujourd'hui, les décideurs sont coincés, essayant de marcher sur la corde raide, entre maintenir la croissance et empêcher l'inflation de devenir incontrôlable. Ce qui frappe, c'est qu'aucune bombe n'est tombée sur la Chine. Il n'y a pas de blocus. La Chine n'est pas impliquée, mais les coûts montent partout. Les faiblesses surgissent,
et les responsables interviennent sans cesse pour maintenir la stabilité, d'où l'impression d'un tournant. Toute l'idée d'une économie totalement protégée et à l'épreuve des chocs commence à perdre de son éclat. Non pas parce que tout s'effondre, mais parce que le système a révélé ses limites sous pression. Il a plié, et ses faiblesses sont désormais impossibles à ignorer. L'histoire ne concerne plus uniquement la force de la Chine. C'est devenu une histoire sur la construction de cette force, ses fondements, et la rapidité avec laquelle ces dépendances peuvent se retourner contre vous sous pression. En regardant vers l'avenir, rien de tout cela ne sera facile. Si un cessez-le-feu tient réellement, il pourrait y avoir un peu de répit à court terme. Les pétroliers pourraient recommencer à circuler plus librement, les prix pourraient légèrement baisser, et tout le système aurait enfin l'occasion de reprendre son souffle. Cette pression pourrait stabiliser temporairement la situation, mais les problèmes profonds resteront. Ces anciennes dépendances subsistent, et leurs vulnérabilités sont déjà exposées publiquement. La décision que prendra Pékin comptera beaucoup. Il pourrait renforcer le contrôle et investir plus de ressources dans le soutien de l'État, tout en accentuant l'autosuffisance. Ou bien, il pourrait commencer à relâcher un peu la pression, donner au système plus d'espace pour respirer, et peut-être revoir certaines de ses relations qui comportent désormais des risques cachés, quelle que soit la voie qu'il choisisse. Un vrai changement arrive. L'essentiel pour nous. La Chine est au cœur de l'industrie manufacturière mondiale. Quand la pression monte dans l'usine du monde, elle ne reste pas limitée à leurs frontières. Elle s'étend vite, affectant marchés boursiers, chaînes d'approvisionnement et supermarchés loin de Pékin. Finalement, le monde en subit l'impact aussi. Si cette histoire sur la Chine ayant subi de plein fouet les conséquences économiques d'une guerre à des milliers de kilomètres vous a fait réfléchir, mettez un j'aime et abonnez-vous pour d'autres analyses qui relient les points avant que la prochaine onde de choc ne frappe votre portefeuille.